Bonjour à tous, merci d'être venus. Ça fait bizarre, hein, c'est la première fois que je parle devant autant de monde. Du coup, on va parler aujourd'hui de refactoring Terraform. Et j'ai parlé brièvement d'un tool qui s'appelle tfautomv ou Terraform Automove, au choix. tfautomv, c'est ce que vous tapez dans votre terminal, c'est ça qui compte. Et sur ce, c'est parti. Donc, moi, je m'appelle Arthur Busser, si vous vous demandez. Je suis SRE chez Pigment. Donc, Pigment, c'est une boîte on développe un SaaS d'analytics. Donc, on a beaucoup de data, une infra qui évolue beaucoup parce que le business marche bien. Et entre autres, on fait du Terraform. Donc, moi, ça fait 6 ans que je fais de l'infra as code et ça fait 4 ans que je fais du Terraform. Donc, j'en ai bouffé. Et je suis là pour vous partager un peu ce que j'ai appris, des astuces en fait, sur comment écrire du code Terraform qui est facile à maintenir dans la durée. Du coup, aujourd'hui, on va commencer par voir juste en fait, le workflow de refactoring classique. Attends, je peux enlever la souris. Puis après, on va juste parler brièvement de comment fonctionne tfautomv, parce que à partir du moment où vous comprenez comment il fonctionne, c'est hyper facile à utiliser. C'est pas magique ce qu'il fait du tout. En fait, il automatise un peu un truc que vous auriez fait vous-même. Ensuite, on va se pencher un peu sur pourquoi on voudrait refactoriser notre code Terraform, l'approche traditionnelle de l'écriture de code Terraform, comment on peut mieux faire, et ensuite les défis anticipés si vous décidez d'appliquer la méthode que je vais vous présenter, parce que c'est toujours une question de trade-off. On n'a pas des gains sans derrière avoir des risques, et du coup l'idée c'est de mitiger ces risques en les anticipant. Donc, le workflow de refactoring. Là, je vais montrer des exemples où j'utilise le provider de Google, mais tout ce que je vais dire, ça s'applique à tous les providers. Mais du coup, on a du code Terraform à gauche, on a le state à droite. En fait, on a deux buckets, blue et green. Et là, mon infrastructure, elle évolue, j'ai besoin de deux buckets de plus. Donc du coup, je pourrais juste copier-coller ces deux blocs. Après là, ils sont minimalistes, on se doute bien qu'il y a d'autres paramètres. Je pourrais les copier-coller, juste avoir un truc x4, et c'est super. Sauf que si moi, dans ma tête, je me dis, en fait, j'ai 4 buckets identiques, j'ai envie que mon code représente que j'ai 4 buckets identiques. Donc, en fait, on va refactoriser ce code-là. Le refactoring, en fait, vous voulez commencer par refactoriser, et ensuite, pour faciliter ce que vous avez envie de faire de base. Commencez pas par copier-coller, puis après refactoriser. Beaucoup plus simple dans l'autre sens. Donc du coup, à partir du moment où vous commencez à modifier votre code, vous dites, ça va être pénible. Dites-vous, est-ce que je peux simplifier l'opération que je suis sur le point de faire? Donc on va commencer par créer une liste, une variable locale avec Terraform. D'ailleurs, j'ai pas demandé qui utilise Terraform ici. Ok, heureusement. J'allais dire, sinon vous n'êtes pas dans la bonne salle. Donc on crée une variable locale avec juste les noms de mes buckets, blue et green. Et on va faire une boucle, donc avec les for each de Terraform. On va juste se dire, pour chaque élément dans ma liste, tu vas créer un bucket. Donc on modifie un peu notre code pour utiliser la valeur de notre liste, là, le each.value. Et on n'a plus besoin du coup de ce code green, en fait, là. Et là, en fait, du coup, concrètement, on a créé deux buckets, un blue files, un green files. Donc du coup, est-ce que tout va bien? En fait, on n'a pas fini de refactorer, en fait. Il y a quelques petits trucs à améliorer. Le premier truc, déjà, c'est qu'on va renommer notre truc qui en haut était blue. Maintenant, c'est files, parce que c'est plus juste blue. On va enlever le code mort. On va nettoyer un peu notre liste, on va la mettre à la verticale. Pourquoi la mettre à la verticale? Parce que quand vous insérez un nouvel élément, votre guide diff, il est nickel. Et ça, c'est cool. On va réordonner, parce qu'une best practice, c'est de mettre le for each en premier. Fonctionnellement, ça ne change rien, mais c'est une question de style. Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut ajouter nos deux nouveaux buckets. On peut ajouter red et yellow. Et là, on fait un Terraform plan, et Terraform, il me dit, je veux supprimer tes deux buckets existants, blue et green, parce qu'il n'y a aucun moment dans ton code où il y a écrit Google Storage Bucket.blue et Google Storage Bucket.green. En fait, il y a Google Storage Bucket Files et tout. Et en fait, il veut créer 4 nouveaux buckets. Ce qui n'est pas ce que je veux. Moi, je veux en créer 2, et surtout, je ne veux pas supprimer les 2 autres buckets où il y a mes données de prod dedans. Donc du coup, comment je fais? En fait, avec Terraform, on écrit ce qui s'appelle des blocs moved. Donc ça existe depuis Terraform 1.1. Sinon, vous avez la commande Terraform state mv. Moi, je vous recommande vivement d'utiliser les blocs, parce qu'en fait, Terraform est capable de les prendre en compte au plan et de vous montrer le résultat avant de l'appliquer, ce qui est quand même pratique.
Donc on écrit 2 blocs moved. Dans chaque bloc, on écrit l'adresse de notre objet dans le state avant et l'adresse de l'objet dans le state après notre move. C'est comme la commande mv dans votre terminal en fait. Et l'idée en gros c'est qu'on a pris du coup Google Storage Bucket.blue et on l'a renommé en Google Storage Bucket.files crochet blue parce qu'on a un for each, du coup c'est ça le format. Et là maintenant si on fait notre plan, Terraform il a compris, ah ok en fait c'est les mêmes buckets, j'ai pas besoin de supprimer, j'ai pas besoin de les recréer, par contre j'ai quand même 2 nouveaux buckets, ce qui est exactement ce qu'on veut. Donc du coup on peut apply, et une fois qu'on a apply on peut les virer, les blocs moved, ils servent plus à rien. D'accord ? Vous pouvez les garder si vous maintenez des modules qui sont utilisés par d'autres organisations, etc., et que vous ne savez pas exactement quand ils ont mis à jour. Par contre, si vous savez que votre module a été apply partout, les blocs move, vous pouvez les enlever, c'est du code mort. Et nous, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on les laisse dans l'APR, et puis après, plus tard, quand on repasse, si on sait qu'ils ne servent plus à rien, on les vire à ce moment-là. Parce qu'en fait, Terraform va complètement les ignorer, il a noté, ah, ok, je les ai déjà appliqués, et du coup, j'ai plus besoin. Donc ça, c'est un petit refactoring, on va faire un truc un peu plus compliqué. Je vais ajouter un nouveau bucket, Pink, mais il s'appelle pas Pink Files, il s'appelle Pink Videos. Et du coup, il rentre pas dans mon modèle en fait. Je peux pas juste ajouter Pink dans ma liste. Donc comment je fais? Ben, premier truc déjà, c'est qu'on va transformer notre liste en une map. En fait, on va se dire que ok, bon, chaque bucket est référencé par un ID, donc c'est la string à gauche, et il y a des paramètres qui sont à droite. Donc ici, c'est le nom du bucket. Donc j'ai un peu de, voilà, j'ai blue files, green files, red files, yellow files. Et du coup, je modifie un peu mon code en haut. Donc du coup, maintenant, en fait, mon for each, il est sur juste cette map. Et je peux juste ajouter pink videos dans cette map. En fait, ça marche super bien. Alors, pareil, là maintenant, du coup, on a envie de nettoyer un peu le code. Donc, le premier truc que je vous conseille déjà, c'est quand vous faites des maps, mettez un objet, en fait, plutôt qu'une string pure. Pourquoi on veut faire ça? Parce qu'en fait, déjà, c'est beaucoup plus clair à lire. En fait, quand moi je regarde ma variable file bucket, je peux voir, ah ok, j'ai name qui est blue files. Et j'ai pas besoin de me dire c'est quoi cette string, en fait, où est-ce qu'elle est utilisée, etc. Et surtout en pratique, vous allez avoir plus de variations entre vos buckets que juste le nom. Et du coup, si vous avez d'autres paramètres à mettre, vous pouvez les mettre dans cet objet-là. Ça a le mérite de structurer un peu le truc. Et du coup, on va aussi renommer notre truc de files à media, parce que maintenant on n'a plus que des fichiers, on a aussi des vidéos. Donc on va essayer d'avoir un nom, d'écrire notre code qui représente un peu l'état de notre infrastructure et éviter de se traîner juste des noms de variables legacy, alors qu'en fait, on a envie que notre code représente notre infrastructure à l'instant T. Mais là, j'ai le même problème. Quand je fais un plan, Terraform, il se dit, bah, je vais supprimer tes 4 buckets, parce qu'il s'appelle plus files, il s'appelle media, et je vais t'en créer 5. C'est pas ce qu'on veut. Donc on pourrait rédiger les 4 blocs moved à la main. Et si vous avez envie, vous pouvez. J'ai déjà vu des gens aussi écrire des scripts qui le font à leur place. Moi, ce que je vous propose, en fait, c'est que j'ai écrit le tool qui le fait à votre place, donc vous pouvez en servir. Vous ouvrez le terminal, vous tapez tfautomv, et ça génère les blocs move pour vous. Voilà, c'est tout. C'est ça l'UX. Et en gros, l'idée, c'est que du coup, si vous faites votre plan, Terraform, il a compris, ah, ok, tu as tout bougé, j'ai juste besoin de créer Pink. Très bien. Une fois que vous avez apply, vous pouvez supprimer les blocs moved, et vous avez fini. Et donc là, en fait, on est passé du code où juste j'ai mes 2 buckets en brut à un truc bien plus structuré où en fait, quand moi je me demande c'est quoi les buckets que j'ai, je regarde plus du tout le code où il y a écrit Google Storage Bucket. Je vais aller regarder la map Media Bucket, en fait. Et l'avantage de ça, c'est que bah, généralement, quand vous parlez de votre archi, vous n'utilisez pas le terme Google Storage Bucket. Vous parlez juste de bucket. Ou si vous avez plein de types de buckets, vous allez parler des buckets de médias, en fait. Parce que peut-être que vous avez des buckets pour les backups aussi, etc. etc. Et en fait, l'idée, c'est que votre code, vous voulez qu'il utilise le même vocabulaire que vous utilisez quand vous écrivez votre code. Enfin, quand vous parlez de votre infra, en fait. Donc du coup, je vous ai montré un peu tfautomv. Donc tfautomv, c'est un petit tool open source qui doit avoir 1 an et demi maintenant. Je l'ai open source il y a un peu plus d'1 an. Il marche bien, moi je m'en sers beaucoup. Je vous le recommande, essayez-le. Si vous avez du feedback là-dessus, n'hésitez pas. Il y a des gens ici qui ont déjà utilisé tfautomv? Waouh, ok. Donc vous êtes à peu près 80. Donc je veux 80 téléchargements avant la fin de la journée. Ok. D'ailleurs, si vous voulez proposer des nouvelles méthodes d'installation, juste ouvrez une issue. Parce qu'en vrai, je ne sais pas qui utilise tfautomv. Donc sur Mac, ça marche déjà, mais typiquement Windows, manifestez-vous, vous se disiez quoi comme package manager, je ne sais pas. Du coup, comment ça fonctionne?
TFAutoMV, il fonctionne en regardant le plan de Terraform. Donc en haut, lancez Terraform Plan, vous avez un format human-friendly, etc. Mais il s'avère qu'on peut aussi obtenir un format JSON, beaucoup plus dense en information. Et surtout, vu qu'il est structuré, on peut le parser avec un programme, ce qui est quand même pratique. Et en fait, dans ce plan, il y a plein d'infos, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les ressources que Terraform veut créer et les ressources que Terraform veut supprimer. Et nous, ce qu'on cherche, en fait, c'est des mappings entre ces ressources-là. On veut trouver une ressource que Terraform veut supprimer, une qu'il veut créer, et on veut déterminer qu'en fait, c'est la même et qu'on veut faire un move. Donc comment on fait ça? Bah, en fait, on regarde, on compare toutes les ressources du même type, une à une, et on compare leurs attributs. Donc, commençons par l'attribut ID. Ici, l'ID, ben, il n'est pas connu au plan, en fait, pour les ressources que Terraform va créer. Il est connu pour les ressources qu'il va supprimer, parce que l'ID est dans le state, mais il n'est pas connu au plan. On l'ignore. On ne peut pas en déduire d'informations, donc on l'ignore. On peut regarder length aussi. Donc là, on peut voir que length, bah, parfois la valeur est la même, parfois la valeur est différente. Quand la valeur est différente, c'est éliminatoire. D'accord, TFAutoMV, il est très conservateur. Il se dit, il y a la moindre différence, je ne fais pas de move, c'est pas la même ressource. Vous pouvez lui dire, il y a des flags pour lui dire d'ignorer certains champs ou certains types de différences. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais l'idée, en gros, c'est qu'il se dit, il y a une différence, c'est pas mon signe. Puis après, il regarde séparateur. Séparateur, il se dit, bon, c'est tout le temps la même chose. Voilà. Et en fait, en combinant toutes ces infos-là, il a toutes ces comparaisons, il va éliminer du coup les paires de ressources où il y a au moins une différence. Donc une flèche rouge. Les flèches jaunes, on ignore, comme je disais, donc c'est pas grave. Et en fait, on se retrouve avec un mapping. Et donc du coup, si TFAutoMV il a trouvé une ressource à créer et qu'il a réussi à la matcher exactement une ressource à supprimer, il se dit, bah, c'est la même ressource. Et donc du coup, il peut générer les block moves pour vous, il vous les écrira dans un fichier. Il y a d'autres formats de sortie si vous voulez écrire des commandes Terraform State MV, etc. Il y en a qui utilisent tfmigrate ici ou pas? Personne n'utilise tfmigrate? Bon, c'est que j'ai pas besoin d'implémenter l'output tfmigrate. Mais c'est comme ça que marche TFAutoMV en fait. Et à partir du moment où vous avez compris comment il marche, bah, nickel. Parfois vous allez lancer TFAutoMV et il va pas trouver certains moves. Et en fait, pour augmenter la verbosité, et il vous dira les différences qu'il a vues. Et parfois c'est des différences qui sont dues à votre code. Parce que typiquement, je sais pas, vous avez un moment où vous avez mis .name au lieu de .id. Et en fait, dans le state, du coup, il y a un énorme ID. Mais en fait, dans votre plan, il y a juste une string. Et du coup, TFAutoMV, bah, il dit c'est pas la même valeur, donc je peux pas matcher. Vous pouvez juste corriger votre code à ce moment-là. Il y a des moments où c'est pas du tout notre code le problème, c'est le provider qui s'amuse à transformer des valeurs. Un exemple de ça, c'est par exemple, il y a des ressources sur Azure où en fait vous avez un champ XML policy. En fait, c'est une énorme string qui est censée être de l'XML. Et en fait, le provider, il formate l'XML. Du coup, si dans votre plan, c'est pas le même format, vous avez juste des différences de white space. Hein. Et en fait, TFAutoMV, il se dit c'est pas la même chose. Donc il y a un flag pour lui dire sur ce champ-là, ignore le white space. Mais du coup, voilà, le workflow il est assez itératif. Souvent, vous avez quand même besoin de comprendre, ok, c'est comment est-ce que j'aide TFAutoMV pour que lui puisse vous faire gagner du temps. Et souvent, en fait, vous débloquez un truc et là, il trouve 200 moves de plus. C'est génial. Du coup, c'est tout pour TFAutoMV. Voilà. Du coup, pourquoi est-ce qu'on voudrait refactoriser notre code Terraform? Parce que là, je vous ai montré comment. La question, c'est pourquoi on aurait envie. La première raison, en fait, c'est qu'on veut maîtriser la complexité croissante de notre infrastructure. Si votre infrastructure, elle change jamais, ben, votre code Terraform, il n'a pas forcément besoin de changer parce que vous n'y touchez pas. En fait, il n'a pas besoin d'être lisible, il n'a pas besoin d'être maintenable. On s'en fout, en fait. Terraform, la 1.0, elle est passée, ça va tourner. Vous pouvez continuer de mettre à jour, patcher les failles du sécu. Et puis voilà. En fait, on s'en fiche. Mais si votre infrastructure elle évolue, et j'espère que c'est le cas, bah en fait votre code Terraform il doit évoluer avec, parce que sinon, en fait si vous transposez votre infrastructure littéralement dans votre code Terraform, à ce moment vous n'avez pas besoin de Terraform, juste faites du JSON en fait. Et à ce moment-là, faites du bon vieux curl-x post sur l'API de votre provider, et vous n'avez pas besoin de Terraform pour ça. En revanche, si vous voulez que votre code Terraform il soit utile, ben faut quand même maîtriser ces complexités en fait. Et c'est important dans notre métier. Une deuxième raison de refactoriser, en fait, c'est qu'on veut que notre code d'infra représente le modèle mental qu'on a de notre infra, et pas forcément ce que notre infra est littéralement. Évidemment, il y a un moment où il faut transformer ce modèle mental en la réalité, mais quand vous pensez à, je sais pas moi, un service, vous vous dites pas
En fait, vous pensez à un service. Vous ne pensez pas à, alors ouais, en fait, c'est un bucket, une config CDN, un load balancer, une IP, un certificat, des règles de firewall, une base de données, un bucket, etc. Vous ne pensez pas comme ça. En fait, vous pensez à un service. Il faut, à un moment, quand on pense à notre infra, on a quand même une vision haut niveau, ou même plusieurs niveaux de détail. En fait, on peut commencer très haut niveau en se disant, bah, j'ai 3 services. Puis après, on peut creuser dans chaque service en se disant, ah bah, il y a les services de back-end, les services de front-end, c'est pas les mêmes, etc. etc. Jusqu'à arriver aux ressources brutes du cloud provider. Il faut que votre code en fait corresponde à ce modèle mental-là, parce que sinon, vous allez concevoir votre infra, décider des changements qu'il faut faire, vous allez rédiger un document, et puis après, vous allez arriver face à votre code, et rien de ce que vous avez conçu ne s'applique. Parce qu'en fait, votre code est complètement différent de votre modèle mental. Donc si vous arrivez à écrire votre code de sorte à ce qu'il matche votre modèle mental, apporter des évolutions, ça devient beaucoup plus facile. Et moi, j'adhère à une définition de la dette technique que j'aime beaucoup, qui est que la dette technique, c'est le delta entre votre modèle mental et votre code. Donc en fait, quand votre modèle mental évolue, ce qui est normal, parce que votre infra évolue, vos besoins évoluent, vos objectifs évoluent, il faut que votre code suive. Et si votre code ne suit pas, c'est la dette technique. Ça ne veut pas dire que votre code ne doit pas avoir un peu de retard. C'est pas grave, un peu de dette technique, ça donne de la souplesse. Mais c'est important de ne pas laisser s'accumuler. Et enfin, ça sert à maintenir un inventaire utile de l'infrastructure. En fait, l'infra as code, le principe, c'est qu'on a transcrit notre infrastructure. Donc du coup, si lire votre code Terraform, ça sert à rien pour les personnes qui l'ont pas écrit, bah, c'est dommage en fait. Vous avez loupé une opportunité d'avoir un inventaire. Et je reviendrai un peu là-dessus. Du coup, on va rentrer un peu dans le concret. Je vais poser un peu de vocabulaire. Je vais définir donc, tous les dossiers dans lesquels on lance des commandes Terraform, genre Terraform Apply, etc. Je vais appeler ça une stack. J'ai déjà vu deux gens appeler ça autrement, une layer, moi j'appelle ça une stack. La doc Terraform, ils appellent ça un module racine. Moi je préfère stack, parce que comme ça il n'y a pas de confusion avec les modules, qui sont quand même autre chose. Et du coup, mon conseil en fait, c'est organiser vos stacks par fonction. Donc la fonction d'une stack, bah, ça dépend de vous et de comment vous modélisez votre infra. Chez Pigment, nous on a beaucoup de clusters, donc notamment dans notre dossier stacks, en fait, on a un dossier clusters. C'est pas le seul dossier, mais on a un dossier clusters. Du coup, chez Pigment, on a commencé avec deux clusters, et donc deux stacks. Voilà. On s'est dit, en fait, le cycle de vie de ces ressources-là, c'est pas le même. On teste d'abord en staging, on apply en staging, on valide que ça marche, puis après, on apply en prod. Donc, on a séparé en deux stacks. On utilise Argo CD pour gérer tous nos clusters. Je parle de cluster Kubernetes là, mais c'est pas particulièrement important. Et du coup, bah, ça fait un cluster de plus, parce que Argo, il tourne sur son propre cluster. Donc, c'est une stack de plus. Mais du coup, on peut organiser nos clusters en fait. Nos clusters qui servent à faire tourner notre produit et nos clusters qui servent à faire tourner notre tooling, ils sont pas configurés pareil en fait. Ils sont pas sizés pareil. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a des ressources sous-jacentes en commun, mais c'est pas le même délire. Et c'est pas le même cycle de vie. Pigment, du coup, on s'est récemment étendu, on a étendu l'infra ailleurs qu'en Europe. Donc on a commencé en Europe, donc on a renommé nos clusters. Mais maintenant on est aux US, bientôt ailleurs potentiellement. Ça dépendra du business. Et on commence à utiliser Vault. Donc maintenant on a deux clusters Vault, deux clusters Kubernetes sur lesquels on fait tourner Vault. Et en plus on a des clusters de recovery en fait. Donc on perd une région du cloud provider. Comment est-ce qu'on recrée? On veut le code Terraform tout prêt pour recréer le cluster dans une nouvelle région et pouvoir restaurer nos DB et devenir up le plus rapidement possible. Et bon, tout ça, ça fait 11 clusters, donc 11 stacks. Il y a plein d'autres stacks à côté qui font d'autres choses, qui configurent Datadog, qui configurent le DNS. Et le nombre de stacks, en vrai, grandit. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on est peut-être pas à 30, on est peut-être plus près de 40. Pour tout dans le code Terraform. Et du coup, en fait, pour gérer la complexité de tout ça, il faut de la modularité. Okay, parce que si toutes vos stacks, elles sont flat, vous imaginez bien que les 8 stacks du cluster produit, il n'y a pas toutes les ressources dans chaque copier-coller dans chaque stack. Je veux dire, ce serait ingérable. Mais pourtant, on a de la variation entre les stacks. Donc, comment est-ce qu'on gère ça? Mais bon, il faut de la modularité, en fait. Il faut encapsuler cette complexité. Et un module Terraform, en fait, c'est une fonction. Hein, d'accord. Quiconque vous dit que c'est une classe n'a pas compris. Terraform, c'est un langage fonctionnel, en fait, et pas un langage orienté objet. Et du coup, un module Terraform, c'est une fonction. Et donc, une fonction, ça peut réduire la duplication. Donc, par exemple, on a un module K8s cluster qu'on appelle 11 fois.
ou à fournir une abstraction qui simplifie le code de l'appelant. On a aussi un module K8s Nodepool. Le module K8s Nodepool, en soi, il est fait pour être appelé avec le module K8s Cluster. En fait. La manière dont leurs interfaces sont designées, c'est pour qu'ils aillent bien ensemble. C'est tout. Du coup, en fait, ça simplifie le code de l'appelant, tout simplement. Et du coup, les meilleurs modules, ce seront toujours ceux qui sont spécifiques à vous et à votre domaine, en fait, à vos besoins. Ils transcrivent le modèle mental que vous avez de votre infra. Et c'est pour ça que, par exemple, nous, on a un module Product Cluster et un module Tooling Cluster. Les deux appellent K8s Cluster et K8s Nodepool, mais il y a des variations. En fait, les règles de firewalling, c'est pas les mêmes, les permissions, c'est pas les mêmes, etc. Et en fait, nous, on a quand même cette abstraction au niveau de, quand on rentre dans la stack production EU1, il y a écrit noir sur blanc Product Cluster. Voilà. Alors que si on va dans la stack Vault Production, il y a écrit Tooling Cluster. Et en fait, on s'en sort un peu mieux comme ça. Et toute cette réflexion, du coup, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il faut lire des livres. Et il y a un livre que j'ai lu qui m'a beaucoup influencé, qui s'appelle Philosophy of Software Design par John Osterhout. C'est pas un gros livre, c'est à peu près comme ça, c'est genre 120 pages. Je vous le recommande vivement. Et donc John, c'est un professeur de software design en université, je ne sais plus laquelle. Et en gros, je résume, parce que le livre est quand même plein de pépites, mais pour John, la conception logicielle, c'est maîtriser la complexité. En fait, il dit c'est ça l'essentiel de notre métier. Quand on conçoit un logiciel, notre objectif, c'est de maîtriser la complexité. La complexité, c'est l'ennemi, il faut le dompter. Et la complexité, elle se trouve à deux endroits. D'abord, dans l'implémentation des modules, et deuxièmement, à l'interface entre les modules. La complexité, en fait, il faut comprendre que quand vous allez ajouter une feature, vous allez forcément ajouter de la complexité. D'accord ? Il y a forcément du code en plus à écrire, quelque part. La question, c'est la complexité de ce code-là. Donc vous pouvez jouer sur justement la complexité de votre implémentation. Donc par exemple, est-ce que c'est plus simple de faire un for each avec une map, etc. Ou est-ce que c'est plus simple de juste dupliquer les ressources parce qu'en fait, il n'y en a que deux. Ça, c'est à vous de décider. Et aussi l'interface entre les modules, en fait, les informations qui transitent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, plus l'interface d'un module est simple, plus vous pouvez penser à ce module-là en isolation. En fait, il interagit avec moins de trucs à l'extérieur, tout simplement. Et donc, du coup, quand vous regardez ce module-là, vous pouvez vous dire, ah ok, bon, j'ai l'essentiel de ce dont j'ai besoin de savoir, de ce que j'ai besoin de savoir, sous les yeux, là maintenant. Et ça, c'est pratique. Alors, je tiens à préciser un truc, quand John il parle de module, il parle au sens très général. Le livre en question n'est pas du tout un livre sur Terraform, il ne mentionne jamais Terraform. Donc quand lui il dit module, c'est vraiment un composant logiciel au sens un module Terraform, une stack Terraform, un microservice, une bibliothèque, ce que vous voulez. Et du coup, dans le contexte de Terraform, en effet, un module et une stack, les deux sont des modules au sens de John. Mais voilà, petite parenthèse. Du coup, regardons un peu de code. Je vais faire où j'en suis niveau temps. Ça va. Donc là, on a une stack. En fait, du coup, notre stack, bon, elle appelle un module qui fait des trucs. Donc ça, c'est la stack clusters production U1, je crois. Donc il appelle le module product cluster en lui disant, voici le nom du cluster. Le configure Terraform. Donc là, maintenant, on n'est plus en 1.5.6. J'ai copié le code il y a un peu longtemps. Maintenant, on est en 1.6.1. Configure le backend, les providers, etc. Et bon, la config des providers, tout ça, vous l'aurez dans toutes les stacks, c'est standard, il n'y a pas vraiment de complexité à gérer là-dessus, c'est la configuration. Mais du coup, là, on peut jouer, c'est sur l'appel à ce module-là et l'implémentation de ce module-là. Donc, ce module-là, on l'appelle une fois pour production U1, mais une fois pour la prod aux US. On le rappelle pour staging, on la rappelle pour les clusters de backup. Donc on l'appelle plein de fois à ce module. Et en fait, il y a de la variation entre ces clusters. Ils ne sont pas du tout identiques, ne serait-ce que la région dans laquelle on déploie, la taille des machines qu'on utilise, etc. etc. Le réseau dans lequel on déploie, genre les ranges d'IP ne sont pas les mêmes. Donc il y a de la variation, donc la question c'est comment on l'exprime. Donc si on se concentre un peu sur production U1, on a déjà un projet GCP différent utilisé. Pour ceux qui n'utilisent pas GCP, un projet c'est comme un compte AWS ou une subscription Azure. Voilà. On a la région et on a aussi l'emplacement des buckets, parce que les buckets ne sont pas régionaux, ils sont continentaux. Donc du coup, on a des buckets qui sont en Europe et on a des buckets qui sont aux US. Ils sont étalés sur plusieurs régions, donc du coup, ce n'est pas le même paramètre. On a la configuration réseau.
donc dans quel VPC il faut déployer notre cluster, quel range d'IP le cluster doit utiliser. Le VPC, il est provisionné dans une autre stack. Je ne vais pas rentrer dans les dépendances entre les stacks, tout en notre talk. Voilà. Mais vous utilisez un remote state, vous vous débrouillez, c'est pas très compliqué. Essayez de les minimiser quand même, parce que quand ça change, c'est pénible de déterminer le blast radius. On a les node pools, donc là on en a plein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a des node pools pour les services back-end, on a des node pools pour les DB, c'est compliqué. Et en plus, après, on a des constantes, mais qui sont utilisées dans plusieurs stacks, donc du coup, il faut quand même les passer au module. Enfin, genre typiquement, voilà, le tag qu'on a mis sur les instances du VPN, comme ça le cluster il autorise l'accès depuis le VPN. Ou alors des IP à whitelister, parce qu'on veut pouvoir se connecter en SSH sur nos nœuds, etc. En fait, ça, c'est des strings qui apparaissent, qui sont utilisés un peu partout dans la codebase, dans des règles de firewalling, etc. Et en fait, le module en a besoin à un moment ou à un autre. Et c'est pas toujours les mêmes, typiquement l'accès SSH. C'est pas le même en staging et en prod. Mais du coup, on a tout ça. Et du coup, à quoi il ressemble le module Product Cluster? Ben, en fait, le module Product Cluster, du coup, il appelle le module KVTest Cluster et le module KVTest Node Pool dont je vous parlais pour créer le cluster, créer le node pool. Bon, il y a d'autres ressources aussi. Mais en gros, l'idée à remarquer là, c'est surtout, en fait, il fait passe-plat sur toutes les variables. Genre vraiment, il a pris une variable, il l'a juste passé au module suivant. Ok? Et alors, ça, c'est comme ça que la plupart des modules que j'ai vus dans la nature, ils sont écrits comme ça. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi je suis pas fan de faire comme ça. Donc, on va commencer par ce qui est bien dans cette approche, parce que c'est toujours une question de trade-off. Il y a du bien dans cette approche-là. La première, c'est que c'est simple à écrire. Vraiment, il y a zéro prise de tête. Parce qu'en fait, il y a zéro réflexion de design. Ah, j'ai une variable, je la passe. D'accord? Ah, j'ai une ressource, j'ai besoin de paramétrer un truc. Ben, je crée une variable dans le module où elle est créée. Je crée une variable dans le module qui appelle ce module. Et je remonte jusqu'à la stack, où là, j'écris la valeur. Voilà. Le problème avec ça, c'est qu'en fait, vous allez avoir des stacks où il y a 200 variables. Et en fait, vous avez une vision hyper micro de votre infra, et pas du tout une vision macro que vous vouliez, en fait. Et surtout, après, quand vous voulez la vision micro, bah, vous allez aller dans le code, 3 modules plus bas, et en fait, vous allez que avoir des variables, et vous n'allez pas avoir les valeurs concrètes, parce qu'elles sont dans la stack. Donc en fait, il y a un mismatch entre, justement, quel fichier je regarde quand j'ai besoin de quelle info. Mais c'est facile à écrire. Et les modules de la communauté, ils sont tous comme ça. Je ne sais pas si vous avez regardé les modules open source Terraform, ils sont tous comme ça, hyper paramétrables. Tout est variable, tout est une variable. Et en fait, le problème, c'est que du coup, bah, c'est impossible d'utiliser ces modules-là sans aller regarder comment ils marchent. Et en fait, à partir du moment où on a regardé comment ils marchent, on peut se dire, ouais, moi, j'ai pas besoin de cette boucle, j'ai pas besoin de cette condition ternaire, j'ai pas besoin de cette variable. Donc en fait, je pourrais enlever 90% de la complexité et très bien m'en sortir. Ce qui est probablement le bon plan si vous voulez utiliser ces modules. Mais du coup, les inconvénients, je suis un peu entré dedans déjà, spoiler. Mais du coup, les variables font passe-plat, ça cache aucune complexité, ça fait pas d'abstraction, c'est dommage. Les infos importantes sont dispersées, je l'ai expliqué. Et les stacks ne donnent pas la vision macro. Ce qui est dommage, parce qu'en fait, quand on regarde une stack, on regarde la vision macro. Enfin, moi, je ne suis pas allé dans le dossier clusters production U1 pour savoir c'est quoi la durée de rétention des buckets. Non, pour ça, je suis allé dans le module bucket. C'est en fait, tout simplement. Ou à l'appel du module bucket. Mais surtout, c'est difficile à refactoriser. C'est ce talk. En fait, c'est très difficile à refactoriser parce qu'en fait, quand on change un truc quelque part, on est obligé de remonter dans tous les modules qui l'ont appelé et dans toutes les stacks. Et en fait, c'est un enfer. En fait, on se retrouve à naviguer entre 20 fichiers différents pour renommer une variable, quoi. Donc du coup, comment on peut faire? Si on repart de la situation qu'on avait à la base, on avait le name du coup, de notre cluster. Moi, je vais renommer ça en cluster ID. Okay, juste donner un ID à l'appel de ce module. En fait. C'est souvent l'ID de la stack, d'ailleurs. Et cet identifiant, en fait, il va servir à structurer notre code. Il va pas forcément apparaître dans les il peut apparaître dans les paramètres des ressources qu'on va créer, mais c'est pas obligatoire. Et du coup, la stack, elle reste responsable du back-end, des providers, ça ne change pas. Ne configurez pas vos providers dans les modules, c'est pas une bonne idée. Vous pourrez l'appliquer qu'une seule fois. C'est dommage. Autant mettre la config dans les stacks. Mais du coup, en simplifiant l'interface du module, on simplifie le code de l'appelant. Donc en fait, moi, je vous dis, dans notre code aujourd'hui, le code de la stack, c'est ça. Juste bon, plus la config, mais on appelle juste un module avec une variable. Alors comment on fait?
Du coup, à quoi ressemble le module Product Cluster? Donc, moi, j'ai besoin d'appeler notamment le module K8S Cluster, j'ai besoin de lui passer un name. Voilà, je peux passer le cluster ID, nickel, vu que j'ai juste renommé ma variable. Mais tous les autres attributs, je fais comment? Euh, le projet, la région, le réseau, les tags, les node pools, où est-ce que je trouve toutes ces infos? Donc, on va se focus d'abord sur le projet. En fait, idéalement, moi, je veux une variable locale quelque part où en fait, il y a le projet que je suis censé utiliser. D'accord? Donc là, je hardcode typiquement le projet de production. Euh, c'est cool, ça marche pour les stacks de prod. Voilà. Ça marche pas pour les stacks de staging. Donc comment je fais? En fait, même astuce que tout à l'heure, je fais une map et je dis ok, tel cluster c'est tel projet, tel cluster c'est tel projet. Et après, je fais un lookup dans ma map jusqu'à quand j'appelle mon module. Quand j'appelle mon module, je prends la variable cluster ID, je fais un lookup dans la map, j'obtiens le projet. Ok? Je peux faire pareil pour la région, typiquement. Vous allez me dire, mais Arthur, ça sert à quoi? Genre, en vrai, t'as pas... il y a plus de code qu'avant. C'est vrai. Le gros avantage, en fait, c'est que vous avez mis les informations là où elles sont pertinentes. Parce que si à un moment vous vous dites où sont mes clusters, dans quelle région ils sont et pourquoi, toute l'info est dans un seul fichier pour répondre à cette question. Et vous pouvez mettre du contexte. Parce que si c'est étalé dans 4 fichiers différents, vous ne pouvez pas mettre du contexte qui est relatif, pourquoi il y a une variation entre ces valeurs-là. Alors que là, on peut avoir du contexte pour toute personne qui vient lire notre code plus tard, vous onboardez quelqu'un, ou alors quelqu'un, un ingé dans votre boîte vient lire le code parce qu'il a besoin d'apprendre des trucs. Et en fait, là, vous pouvez voir, ok, en fait, on a choisi les régions les plus green. Par contre, il y en a une, c'est la première, et en fait, on a prévu de migrer, mais c'est la prod, donc c'est compliqué. Et du coup, ça viendra plus tard. En fait, vous pouvez mettre du contexte, en fait. C'est l'avantage de centraliser ces infos. Je prends l'exemple aussi des tags du VPN. La valeur, si c'est la même pour tous les clusters, soyez smart. Juste, faites pas une map, quoi. Voilà. L'objectif, c'est pas non plus d'appliquer les trucs à la lettre. Vous pouvez aussi aller beaucoup plus loin sur les abstractions. Typiquement, si vous voyez le projet, tous les clusters de prod, c'est le même projet, tous les clusters de staging, c'est le même projet, vous pouvez l'exprimer, ça. Vous pouvez avoir une variable environment by cluster qui dit ce cluster, c'est production, ce cluster, c'est staging. Et après, vous utilisez cette variable environment pour faire un lookup dans une autre map qui vous dit cet environnement, c'est tel projet. Okay, utilisez votre code, en fait, genre écrivez du code. C'est tout. Vous pouvez vous retrouver avec beaucoup plus de code qui est exprimé dans des variables locales, mais c'est là où vous avez votre logique métier. Et c'est ça qui est intéressant. Du coup, VPN Instance Stack, c'est une constante, mais c'est une constante qui est utilisée dans plein d'autres stacks, elle est utilisée dans plein d'autres modules, notamment le module qui provisionne le VPN. Donc, comment est-ce qu'on fait pour partager cette constante-là entre nos stacks, entre nos modules? En fait, nous, on a trouvé une astuce, c'est qu'en fait, on a créé un module qu'on a appelé constante, et on a mis un output qui est juste cette valeur. Et en fait, ce que ça fait, c'est qu'on peut juste appeler ce module-là partout. C'est un module qui fait rien, il ne provisionne aucune ressource, il n'a aucune data source, il n'a pas de provider. Il sert juste à fournir des valeurs, et comme une constante dans un langage de programmation classique. Et en fait, appeler ce module-là, c'est gratuit. En fait, vous pouvez l'appeler 40 fois si vous voulez. C'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de le passer en paramètres. Tous les modules qui ont besoin d'accès à une constante, ils appellent ce module. Et du coup, on a essayé de mettre un mot là-dessus, on appelle ça des modules purs. Donc on emprunte le terme de fonction pure en programmation fonctionnelle, qui est une fonction qui n'a pas d'effet secondaire. Dans le contexte de Terraform, un effet secondaire, c'est contacter le cloud provider. Voilà. Donc là, l'idée, en gros, c'est de se dire, il n'y a pas d'effet secondaire. Au plane, je sais exactement tout ce qu'il y a à savoir, même au validate, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur ce module. Du coup, on a ça pour les constantes. Et en fait, on s'est dit, est-ce qu'on peut faire la même chose pour les régions, par exemple? Et en fait, on s'est dit, ouais, en fait, on peut complètement avoir un module cluster info, où on passe le cluster ID et il nous renvoie les infos. Et donc, du coup, on a complètement séparé le côté, voici les infos macro de nos clusters, les trucs qui sont intéressants pour d'autres personnes dans l'organisation, et les détails micro de OK, voici la config réseau du cluster, ou voici, je sais pas moi, comment on a découpé le range d'IP entre les nœuds, les pods, etc. Et du coup, vous pouvez pareil, juste faire votre lookup dans votre map et output ça. Et du coup, au niveau de notre module product cluster, en fait, on enlève la complexité de la région et on remplace ça par un appel à cluster info. Et en fait, l'appel à cluster info, il incorpore aussi le projet, parce qu'on peut faire la même chose. Et du coup, vous dites juste, OK, en fait, quand j'appelle mon module K8S Cluster, OK, j'ai telle info sur le cluster, le projet, la région, j'ai telle constante, etc.
Ok, et vous pouvez passer toutes ces infos-là, et en fait, ça devient l'implémentation de votre module Product Cluster, en fait. Le réseau, comme je disais, il vient d'une autre stack. Ça, il n'y a pas le choix. S'il vient d'une autre stack, il faut un remote state. Mon conseil, c'est faites vos remote state dans la stack. Et du coup, vous passez au module. Donc là, il y a quand même une variable. Encore une fois, essayez de minimiser le nombre de dépendances entre vos stacks. Sinon, vous tombez vite dans un enfer de ah oui, mais alors quand je fais une modif, il faut que j'applique les stacks. Mais attends, mon DAG, c'est ça, donc il faut apply dans tel ordre, machin. C'est horrible. Mais du coup, à quoi ça sert de faire comme ça? Je vais accélérer un peu parce que j'ai plus beaucoup de temps. Le premier truc, donc ça, là je vais vous montrer des snippets, c'est du code qui est vraiment dans notre codebase Terraform aujourd'hui. Votre code peut transcrire ce que vous savez de votre infrastructure. Donc par exemple, nos clusters en Europe, ben, quand on les a créés, on ne savait pas qu'on allait créer d'autres clusters dans d'autres pays. Donc du coup, en fait, ils s'appelaient juste production et staging. Mais les autres, maintenant, depuis, on a défini, OK, il y a un ID avec une convention de nommage, et du coup, pour les nouveaux clusters, le nom, c'est l'ID. Ben, on l'écrit, littéralement. Voilà. En fait, on fait un lookup dans la map. Si on trouve la valeur, nickel. Si on ne la trouve pas, on fallback sur le cluster ID. Et en fait, c'est écrit noir sur blanc. Dès qu'on onboard quelqu'un et qu'il tombe sur ce fichier-là, il se dit pourquoi est-ce que nos clusters ils sont nommés différemment? C'est écrit. Il n'y a pas besoin d'aller demander à un autre SRE. Il n'y a pas besoin. Enfin, la propagation de la connaissance, elle est là, quoi. Il faut comprendre, genre, du code, c'est de l'information. Prenez l'information que vous avez en tête, écrivez-la de la manière dont vous y pensez. Et en gros, la manière dont on y pense, nous, c'est ouais, le nom du cluster, c'est l'ID du cluster, à 2 exceptions près. Un autre truc, c'est que votre code devient un inventaire utile de votre infra. Donc j'en parlais tout à l'heure, et qu'est-ce que j'entends par utile? Ben, c'est par exemple dans le module cluster info, on a les ranges d'IP de chacun de nos clusters. Euh, on a été remercié par l'équipe de sécu de notre boîte, parce qu'il y a un moment, ils se disaient, c'est quoi le layout réseau de notre infra? Voilà, je lui ai envoyé un lien GitHub vers la première ligne, il a tout. Il refait. Quand on se fait auditer, les auditeurs, ils passent souvent du temps dans la console, etc., essayer de comprendre c'est quoi le layout réseau et tout. Ils perdent du temps sur des trucs qui ne sont pas utiles, alors qu'en fait, ils pourraient vous aider sur des trucs qui apportent de la valeur à votre boîte. Bah, l'idée, vous leur montrez ça, bam, vous leur faire gagner un jour. Et ça, c'est un jour de plus qu'ils ont pour trouver des trucs qui vont vous aider. Et bonus, les modules purs, etc., toute cette logique de lookup dans des maps, en fait, Terraform, il est capable de la valider avec Terraform Validate. Genre, en gros, si vous avez oublié une clé dans une map à un moment, vous avez oublié de rajouter une info pour un cluster, ben, Terraform Validate, il vous le dira qu'il y a un problème. Ça, c'est quand même vachement cool. Parce que Terraform Validate, pas besoin de backend, pas besoin de provider, ce qui veut dire que le faire tourner dans une CI, c'est super simple. Votre CI, elle n'a pas besoin de permission particulière. En plus, c'est rapide. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut anticiper si vous voulez faire comme ça? Parce que si là, vous vous dites, Arthur, c'est trop bien ce que tu me dis, tu me vends du rêve, ou pas, hein, venez me voir, enfin, dites-moi que vous n'êtes pas d'accord. En gros, comment est-ce que vous pouvez faire pour bien vous y prendre? Parce que nous, ça a pris quand même plusieurs mois pour qu'on en arrive là, et du coup, on s'est quand même pris des obstacles. Le premier truc, c'est qu'il faut établir un vocabulaire clair à tous les niveaux. Un cluster, c'est quoi? C'est un cluster Kubernetes, c'est un cluster Postgres, c'est un cluster Redis, c'est un cluster Vault. En vrai, c'est pas clair, en fait, ce que c'est un cluster. Donc, il faut établir clairement qu'est-ce que ça veut dire un cluster au sens de l'infra. Nous, on a une définition, c'est le cluster Kubernetes plus toutes les DB qui est autour. En fait, c'est une définition très particulière. D'accord? Mais on l'a écrite noir sur blanc, elle est sur Notion. Et quand les gens on parle de cluster, on veut dire ça. Sinon, on dit cluster Kubernetes. Ok? Mais si on dit cluster tout court, c'est ça qu'on veut dire. Pareil pour une région. En fait, il faut se dire bah, une région au sens GCP ou une région au sens de votre produit. Une région pour les commerciaux, c'est pas la même chose. Hein. Ils pensent pas en termes de Belgique. Eux, ils pensent en termes de IMIA. Tu vois. Donc, du coup, il faut quand même définir ça. Et pareil, un environnement, c'est des mots comme ça qui ont plein de définitions différentes dans plein de contextes différents, donc il faut vraiment les clarifier. Et en fait, c'est absolument nécessaire pour la collaboration. Et en fait, mon conseil, c'est inspirez-vous du domaine Driven Design, le DDD. Il y a le concept de langage omniprésent, en fait, où l'idée, c'est de se dire bah, tous les acteurs parlent le même langage, ont le même vocabulaire, et ça implique de se mettre d'accord sur des définitions et de les utiliser. Ensuite, un deuxième défi, c'est de décider où mettre quelle information.
On m'a souvent demandé, est-ce que, ok, j'ai telle information, où est-ce que je la mets? Je veux suivre un graphe qui me dit oui, 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 non, et boum, je tombe sur un fichier. Et en fait, je viens de dire, il n'y a pas d'arbre de décision universelle. Il faut réfléchir. Cela dit, il y a des heuristiques qu'on peut utiliser. Mon conseil déjà, c'est essayer de pousser la complexité vers le bas. Si on considère qu'il y a les stacks en haut et qu'à chaque fois que ça appelle un module, ça descend, et que tout en bas, du coup, les feuilles de votre arbre, c'est vraiment les ressources Terraform brutes où vous appelez le provider, pousser la complexité vers le bas le plus possible. Et en fait, quand il y a de la variation, et quand à un moment vous avez envie de modulariser quelque chose, là, ça va vous pousser à remonter un petit peu. Pourquoi faire comme ça? Parce qu'en fait, ça a l'avantage de, si un détail n'est utilisé que en bas, il n'apparaît que en bas. Et du coup, si c'est un détail qui apparaît que dans vos feuilles, et qu'il n'y a pas du tout une logique plus haut niveau, plus haute dans votre arbre, littéralement, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin de voir cette information-là quand vous regardez la version haut niveau de votre code. Donc, poussez la complexité vers le bas. Et ensuite, profitez des modules purs. Franchement, là, nous, on s'en sert de ouf. C'est génial. La liste de notre pool, cluster info, etc. Abusez pas, mettez pas tout dedans, parce que l'idée, quand même, c'est que ce que vous mettez dedans, c'est des choses qui varient pas trop, en fait. Si vous savez pas encore, si vous n'êtes pas encore au clair sur l'abstraction du truc, ce qui est généralement le cas quand vous commencez à utiliser une feature, vous commencez à faire des trucs, vous savez pas trop encore comment y penser, ou en tout cas votre modèle mental il évolue souvent. Si votre modèle mental évolue souvent, votre code va vouloir évoluer souvent, et du coup vous voulez garder de la souplesse. Ok. Donc garder de la souplesse, souvent ça veut dire pas investir trop de temps pour que ce soit propre, garder un petit truc dégueu, et quand ça finit par stabiliser, ok, je nettoie. Ensuite, il faut garder son code aligné avec son modèle mental. Comme je disais, c'est tacler la dette technique. Avoir des to-do dans son code, c'est pas grave, au contraire. Moi, je suis le fan, il faut rester pragmatique quand même. On va pas passer 3 jours sur perfectionner notre code, alors qu'on aurait pu avoir fini au bout de 2 heures. On peut revenir dessus plus tard. Donc l'idée, c'est améliorons notre code un petit peu chaque jour. Et TFAutoMV va vous aider là-dessus. TFAutoMV, c'est un gain de temps, c'est pas révolutionnaire. C'est juste un gain de temps. Mais voilà, de temps en temps, n'hésitez pas, vous créez un to-do en disant ok, ça c'est dégueu, il faut que je le gère plus tard. Et si 6 mois plus tard, vous retombez sur ce bout de code et vous vous dites ah ouais, j'aurai besoin de modifier ça, vous savez quoi, dans la foulée, je vais tacler le to-do. C'est pas grave, on n'est pas obligé de tout faire tout de suite. Ensuite, je me penche rapidement là-dessus, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bien définir les frontières entre ces stacks. D'accord, c'est comme pour les microservices, d'accord, mais pour Terraform. L'idée, c'est qu'en gros, les communications entre vos stacks, c'est comme des communications entre les microservices, il y a un coût à cause de cette abstraction. Okay. Donc typiquement, quand vous avez vos microservices, ils ont chacun leur base de données, décider où on stocke quelles données, c'est important, parce que, et surtout les responsabilités des services, c'est important aussi, parce que sinon on se retrouve à devoir dupliquer de la donnée, ou alors avoir des communications constantes, et du coup une dépendance forte entre nos services, ce qui n'est pas ce qu'on veut. C'est exactement la même chose pour nos stacks. Et j'essaye, là je suis en train de travailler sur un document, j'essaie de définir des bonnes pratiques. S'il y en a parmi vous qui veulent m'aider, venez me voir. Je suis chaud d'en discuter, en vrai, j'ai pas l'impression d'avoir une réponse satisfaisante encore. Mais je suis sûr qu'on peut converger sur un truc qu'on peut partager avec la communauté. Et aussi, la prochaine release de TFAutoMV, là, ça facilitera le refactoring interstack. Donc en gros, il pourra faire des moves entre plusieurs stacks. Vous lui donnerez genre 10 stacks, il fera un plan dans les 10, et il déterminera, ok, il faut que je réorganise comme ça. Et ça marche. J'ai pas encore automatisé les tests, donc du coup c'est pour ça que j'ai pas encore release. Mais on s'en est servi sur notre code de production là pendant les 2 derniers mois, et ça a très bien marché. En conclusion, écrivons du bon code. Le nombre de fois où j'ai vu du code Terraform qui est dégueu, parce qu'en fait il y a des gens qui se disent ouais c'est pas du code, c'est la configuration. Bah non, c'est un phrase code, c'est pas un phrase configuration en fait. Sinon on ferait du YAML. Et l'idée, c'est de faire un peu mieux chaque jour. En fait, notre code, il est vivant, il faut l'entretenir. Okay. Au même titre qu'on entretient des plantes, on l'arrose un petit peu, chaque jour. De temps en temps, on la dépoussière. C'est pareil pour votre code, en fait. Parfois, il faut rempoter une plante, c'est un gros chantier. Ok. Et parfois, il faut faire ça avec notre code. Mais sinon, c'est juste un petit peu d'entretien et ça suffit pour garder notre code en bonne santé. Merci.
vous laisse scanner les codes QR si vous avez envie. Et je ne sais pas si on a eu le temps pour des questions. On a 3 minutes pour des questions, donc si quelqu'un a une question. J'ai vu une main levée là-bas, au fond. Est-ce qu'on a un micro? En fait, il marche pas. Ah, marche pas? On m'entend? Ok, c'est bon. Ouais. Du coup, en fait, j'ai une question. Tu vois, notamment quand tu as fait les blocs Move, est-ce que ces blocs, ça permet d'éditer sans supprimer? Donc, c'est-à-dire, en fait, le but, tu vois, dans Terraform, quand tu crées quelque chose, une fois que c'est créé, tu peux pas forcément revenir pour l'éditer. C'est-à-dire? Ben, moi, je sais que là, dans mon cas, je rencontre une problématique, le fait que je peux pas éditer quelque chose que j'ai déjà créé. Ok. Parce que le cloud provider ne le permet pas, c'est ça? Ben, moi, Terraform, il me dit clairement pas possibilité de modifier. Donc, Ok, il va delete. Ça, ouais. c'est ok. Et du coup, il me dit... Enfin, je sais il peut me supprimer... Enfin, il me supprime la donnée quand je veux la supprimer, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, j'arrive pas à éditer. Et du coup, je me dis, ton move, en fait, est-ce que du coup, si je l'applique dans mon cas, le fait que je veux l'éditer sans la supprimer, ça peut me l'éditer. Donc, ça va me remplacer une donnée si je fais appel. Alors non, parce que les block moon, en fait, ils agissent pas auprès du cloud provider. Et c'est purement une opération au niveau du state de Terraform. En gros, c'est j'ai pris le state d'une ressource qui était dans le JSON de Terraform et je l'ai juste mise à une autre adresse. Okay. Et du coup, ça touche pas au cloud provider. Si Terraform dit changer ce paramètre, ça nécessite de supprimer la ressource, c'est que c'est une contrainte côté cloud provider en général. Et à ce moment-là, bah, si on veut changer ce paramètre, il va falloir faire une migration en fonction de la criticité de la ressource. Il faut parfois en recréer une nouvelle, migrer les données, etc. Ouais, okay. Ça peut être un chantier. C'est typiquement pour ça que nos clusters, ils ont toujours leur vieux nom. Parce que migrer d'un cluster à un autre, c'est pénible, en fait. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Toujours au fond, les questions, c'est marrant. Bonjour, merci pour ton talk. Moi, je voulais te demander comment tu arrives à définir la taille limite d'une stack pour pas que ce soit trop gros. Et si jamais c'est devenu trop gros et que tu veux la découper, quels sont tes conseils pour redécouper cette stack en plus petite stack? C'est une très bonne question. En effet, une stack énorme, bah, juste le plan, il est hyper long. Et aussi, un bémol des stacks, c'est qu'on ne peut pas collaborer dessus. En fait. Deux personnes qui bossent sur la même stack en même temps, ils vont se marcher dessus. En fait. Il y en a un qui va apply une modification et l'autre il va plan et ça va annuler les modifications. Enfin bref, ça marche pas. Donc on a envie d'avoir des stacks plus petites. Par contre, on n'a pas envie d'avoir trop de stacks parce que sinon les dépenses entre les stacks ça marche pas. Donc il y a un équilibre à trouver, je suis d'accord. L'heuristique sur lequel je suis en train de réfléchir en ce moment, comme je disais, work in progress, c'est le cycle de vie des ressources. En fait, je me dis, ok, le cycle de vie et l'ownership. En gros, je me dis, qui va apply cette ressource et quand. Et après, j'essaie de grouper les ressources qui ont le même cycle de vie et le même ownership dans les mêmes stacks. Donc typiquement, nous on s'est rendu compte qu'on avait terraformé la configuration d'Octa pour l'authentification des users, et en fait que c'était pas du tout l'équipe, c'était pas du tout les SRE qui s'occupaient de ça, en fait c'était des devs à part. Et en fait, mais c'était au milieu d'une stack qui provisionnait tout l'environnement de production. Et en fait, on s'est rendu compte, on se marchait dessus, et surtout que le cycle de vie c'est pas du tout le même. En fait, genre les devs quand ils font des modifications de la config, ils le font pas comme nous. Donc en fait, on l'a bougé vers une autre stack. Et du coup, on n'a jamais eu trop le problème de se dire, ok, on a une méga stack, juste le plan est long. En revanche, se dire, en fait, il y a des gens qui appliquent cette stack-là juste pour un sous-ensemble des ressources. Bah, en fait, ces ressources-là, on va les extraire. Et ça a aidé à avoir un détail de stack à peu près correct, quoi. Après, cela dit, on ne fait pas du serverless, donc le nombre de ressources est relativement raisonnable. On n'est pas sur les stacks de 5000 ressources, comme on peut voir parfois, quoi. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Je suis désolé, je n'ai pas une réponse définitive. Et ben, c'est tout le temps qu'on a, mais si vous avez des questions, venez me voir. Et du coup, allons prendre un café.